Ah, Clouzot. Henri-Georges Clouzot, un des plus fameux tortionnaires de son époque qui... Non mais décidément j'ai un problème avec le texte, qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui ok, non c'est parce que... oui non, c'était un très bon réalisateur, mais il était pas facile à contenter, dirons-nous. Bref, un de nos metteurs en scène les plus légendaires, ce Clouzot. Il avait beau être myope d'un œil, l'autre devait très bien fonctionner vu son talent. Ayant d'abord surtout officié en tant que scénariste dans les années 30, y compris de certains films fameux, il fait partie des gens qui ont connu une forme de plénitude artistique sous l'occupation. Il sortira 2 de ses films les plus fameux à cette période, pour Continental Film, studio français techniquement mais au capitaux allemand, en 1942, L'Assassin habite au 21, ah bah merci du spoil, et en 1943, Le Corbeau. Bien que, à titre personnel, ne fasse pas partie de mes films favoris du réalisateur, il reste très intéressant, racontant comment, dans une petite ville provinciale, les habitants reçoivent une foule de lettres anonymes signées Le Corbeau. Dans le contexte de délation de la guerre, on imagine que ça sonnait assez fort. Je ne vais pas en parler très longtemps car ce n'est pas le film traité aujourd'hui, mais il y aurait largement de quoi faire toute une vidéo dessus aussi, car tout son contexte de production et de sortie est assez fascinant. Et si Clouzot, qui, à la suite d'une dispute avec son producteur, avait quitté la Continentale dès 1900, non pas 46, mais 43, n'ira pas en prison, il sera interdit d'exercer à vie. Pour 3 mois. Oui, ce sera levé, et relativement vite, sinon il n'y aurait pas d'épisode aujourd'hui de toute façon. Il sera défendu par d'autres collègues, notamment par Jean-Paul Le Chanois, juif, communiste et surveillé par les services de renseignement militaire allemands, a dit avoir été employé par Clouzot sous un faux nom à la Continentale. Là-dessus, bien joué Henri-Georges. Il reprend donc sa carrière avec Le Policier Quai des Orfèvres en 1947, 5,5 millions d'entrées, et justement en 1949 réalise un segment de Retour à la vie, très bon film à sketch qui parle du retour au pays de soldats ou de déportés. Après il y aura Miquette et sa mère, qui, je le confesse, manque à ma culture, mais que je cite, parce qu'il était cité dans une de mes anciennes vidéos. L'heure de la fortifiante phosphatine que ramène l'aube aux doigts de rose. T'as des lettres? Non, j'ai des films. C'était dans Miquette et sa mère. Sortira en 1953 Le Salaire de la peur avec Yves Montand et Charles Vanel, un autre triomphe commercial avec presque 7 millions d'entrées en France, au retentissement international, largement reconnu même aux USA, coulant sous les récompenses, et qui aura le droit 25 ans plus tard à un plutôt bon remake de William Friedkin. Et apparemment, il y en aurait un autre de prévu l'an prochain sur Netflix. J'ai assez peur. Mais autant dire qu'en 1953, dans le game mondial des réalisateurs, Clouzot... Oui, il pèse. Je saute quelques années un instant, mais personnellement, outre le film d'aujourd'hui, je conseillerais La Vérité, sorti en 1960, un drame judiciaire excellent, énième gros succès public pour Clouzot, avec 5,5 millions d'entrées, et peut-être bien le meilleur film avec Brigitte Bardot en fait. Mais là j'ai survolé plusieurs années, entre-temps Clouzot a sorti plusieurs films, entamé certains projets, dont un drame écrit avec son frère Jean. Le script était pourtant achevé, mais il l'a laissé de côté. Mais il se trouve qu'en 1952, un livre a été édité, Celle qui n'était plus. Livre qui raconte l'histoire d'un représentant de commerce qui n'en peut plus de sa femme, et décide de la tuer en la noyant avec l'aide de sa maîtresse. Mais une fois fait, il se passe des choses étranges. Le livre est écrit par le tandem Pierre-Louis Boileau et Thomas Narcejac, duo dont, là encore, j'ai déjà parlé, puisqu'ils ont coécrit le scénario d'Un témoin dans la ville. La femme d'Henri-Georges Clouzot, Vera, qu'il a rencontrée en 1946, lit ce livre un soir et réveille son mari pour qu'il le lise. Selon Clouzot, il lit le livre dans la nuit, est déçu durant un temps car il devine des éléments à venir de l'intrigue, mais tient bon, va jusqu'au bout du bouquin, faut dire qu'il n'est pas extrêmement long, le termine à 4h du matin, et en milieu de matinée, il avait les droits. Et apparemment il a bien fait d'aller vite, car il apprendra plus tard qu'Alfred Hitchcock lui-même était proche d'acquérir les droits. Clouzot va le produire via sa propre société de production, Vera, avec laquelle il avait produit Le Salaire de la peur. Il va néanmoins faire beaucoup de modifications. Est-ce que vous avez suivi d'assez près le livre bien Absolument pas, absolument pas. J'ai tout changé, j'ai gardé une idée que je trouve très brillante de Narcejac et Boileau, mais en partant de cette idée, j'ai cristallisé une histoire tout à fait différente. J'ai changé le milieu, j'ai changé les personnages, j'ai même changé les sexes des personnes. Il va transposer le scénario dans un pensionnat pour jeunes garçons, pensionnat dont il a eu l'expérience lui-même quand il était enfant. Dans l'histoire remaniée, Michel de la Salle en est le directeur du pensionnat, mais il est devenu grâce à son union avec sa femme, Christina, qui, formellement, le détient. C'était une sorte de dot. Mais Michel est ignoble. Avec Christina, déjà ? Je pouvais crever pour de bon, et ne plus le voir. Crève, ma chérie, crève bien vite. On te fera un bel enterrement, et on sera bien débarrassé. Mais aussi avec sa maîtresse, Nicole. Là où Christina est trop faible pour tenir tête seule à son mari, notamment car malade du cœur, ce qui entre parenthèses est prémonitoire car Vera et Henri-Georges Clouzot décéderont tous deux d'une crise cardiaque, Nicole, elle, a plus de caractère et ne s'en laisse pas compter. Les deux femmes projettent de tuer Michel. Elle glisse un sédatif dans son verre et le noie dans une baignoire. Commence une expédition qui n'est pas de tout repos pour se débarrasser du cadavre, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et certains prétendent même voir de la Salle en vie.
Sauf que Christina et Nicole savent que ce n'est pas possible. Déjà, elles l'ont noyé elles-mêmes, et elles ont eu largement l'occasion, et nous avec, de voir le cadavre. Alors, qu'est-ce qu'il se passe donc-t-il ? C'est à n'y rien comprendre, même en y réfléchissant bien. J'imagine totalement un film pareil dans les mains de Hitchcock, n'empêche. Question suspense de ce genre... Le château de l'Étang-la-Ville, abandonné depuis 10 ans, il avait servi de caserne aux Allemands durant la guerre, est réhabilité pour le tournage pour servir comme décor du pensionnat. Après, il sera à nouveau laissé à l'abandon et on projettera de le détruire en 1967, mais selon le site web de l'Étang-la-Ville, qui a l'air d'être un petit coin charmant, l'association Les Amis de l'Étang-la-Ville a milité pour sa rénovation, et c'est devenu l'hôtel de ville de la commune, mais comme ça n'a plus rien à voir avec le film, je vais m'arrêter là. Plus de 300 enfants seront castés pour jouer les élèves, pour en retenir un 10e dans le film. Et on remarquera... Oui, ok, oui, il y a Johnny Hallyday, âgé de 11 ans, qui joue dans le film. Je l'ai dit, t'es content, la voix? Moi, je retiens plus Georges Poujouli, parce qu'il était déjà un peu connu avec Jeux Interdits l'année précédente, et surtout son personnage a un nom et il a des répliques, quand Johnny, c'est vraiment un figurant. La pré-production, qui a aussi servi à ce que Vera Clouseau s'entraîne en jouant des pièces de théâtre sans rapport avec le film, mais pour peaufiner ses capacités d'actrice, s'achève. Le tournage de ce qui est pour l'instant appelé Les Veuves démarre pour 8 semaines à la mi-août 54, dans des conditions discrètes, Clouseau ne voulant aucun journaliste sur le plateau. Vous l'avez vu, Nicole est jouée par Simone Signoret, déjà à l'époque une immense gloire, avec le succès de Casque d'Or. Une amie du couple depuis que Clouseau a fait tourner Yves Montand dans Le Salaire de la Peur. Mais les choses ont assez vite tourné au vinaigre. Déjà, pour l'ambiance, Clouseau n'aimait pas Casque d'Or. Bon, encore, il a le droit d'avoir son opinion, mais il ne va pas être tendre dans les termes avec lesquels il va ouvertement juger le film. Ça commence bien. On retrouve également Paul Meurice dans le rôle de Michel, on en reparlera. Noël Roquevert, comme dans un milliard de films des années 30 à 70, a un rôle secondaire. Robert Dalban, qui en a fait autant, mais plutôt des années 40 à 80, est là aussi. Et Jean Lefebvre fait un petit coucou également. Charles Vanel, qui avait déjà joué pour Clouseau et rejouera pour lui, tient le rôle du commissaire qui enquêtera sur la disparition de Michel. Et c'est pratiquement le premier rôle de Michel Serrault au cinéma. Si on veut chipoter, il y a eu Allez belle bacchante, 3 mois plus tôt, mais dans un rôle bien plus anecdotique. Ici, son rôle de professeur dans l'institut est certes secondaire, mais assez conséquent, et il a un nom. Mais il faut parler du rôle principal, qui va cristalliser les problèmes du film, celui de Vera Clouseau. Elle jouait dans Le Salaire de la Peur, mais son temps de présence était limité. Ici, Henri Georges va lui donner le rôle principal, alors que ce n'est pas une actrice professionnelle. Il pense pouvoir tirer une très bonne prestation d'elle malgré tout, d'autant plus qu'elle est épaulée par Signoret. Effectivement, on peut concevoir que ça aide d'avoir une des meilleures actrices de sa génération comme partenaire, mais ça va être plus compliqué que ça. Déjà, Simone, dès le départ, n'est pas très joyeuse à l'idée d'être le second rôle. Second rôle fort, certes, mais on a son ego, ça se comprend. Et être derrière une actrice quasiment débutante, et non seulement débutante, mais même pas spécialement prometteuse, elle est irritée assez vite. Il faut lui faire beaucoup de prises pour que ça donne quelque chose. Selon Paul Meurice, il faudra faire et refaire la lumière pour donner à ce visage un soupçon d'expression. Ouais, bonne ambiance. Puisqu'on parle de lumière, les nuits américaines, c'était non. Les scènes de nuit seront véritablement tournées de nuit. C'est bien pour le film et dit comme ça ne semble pas être si problématique, sauf que le film a beaucoup de scènes de nuit. Alors imaginez quand vous avez un réalisateur super pointilleux à la base sur à peu près tous les points et qu'il dirige une actrice inexpérimentée, combien les nuits de tournage ont été fun. Et le calendrier va s'en ressentir. Pendant que Clouseau était occupé à être extrêmement dur avec Vera, psychologiquement comme physiquement, pour la pousser dans ses retranchements et obtenir quelque chose d'elle, du genre dans une scène où le personnage ne pas manger de poisson, mettre un poisson avarié dans l'assiette pour obtenir une performance crédible. Charmant. Signoret était de plus en plus mécontente. Le manque de talent de sa comparse était agaçant, et lorsqu'elle s'en est plaint, Clouseau, qui n'était pas la diplomatie fait homme, qui avait arrêté son choix, et quand bien même à un certain stade du tournage, il ne pouvait plus embaucher une autre actrice, lui a gentiment adressé une fin de non-recevoir. Au contraire, Clouseau est limite plus critique envers Simone, il trouve que son jeu ne va pas, et se figure, à tort ou à raison, que c'est parce qu'elle connaît les rebondissements de l'histoire. Un jour, il va crier devant toute l'équipe qu'il n'aurait jamais dû lui faire lire le script jusqu'à la fin. Simone le prendra mal sur l'instant, même si, 20 ans plus tard, elle reconnaîtra que c'était assez vrai. Parfois, Vera intervenait lors de ces frictions, pour employer un doux euphémisme, mais en fonction de son humeur, elle calmait les choses ou mettait de l'huile sur le feu. Encore une fois, bonne ambiance. Rien d'inhabituel chez Clouseau, hein. Par exemple, gifler ses interprètes pour obtenir la bonne réaction, ce n'est pas un problème. Femmes et hommes, hein, d'ailleurs, il faisait pas de sexisme, demandez à Bernard Blier. Oh oui, il m'a foutu une gifle parce que parce qu'il est fou. Mais c'était très drôle. Mais, pour rester chez Diabolique, Signoret a pris sur elle pour ne pas exploser, mais elle a réagi différemment. Elle s'est murée dans le silence. Elle ne parlait plus au Clouseau, ni à monsieur, ni à madame. Heureusement, avec Paul Meurice, le courant passera bien, elle aura encore du monde à qui parler. Comme à Jean Renoir, parfois, qui tournait un film sur le plateau d'à côté.
Question relation Paul Meurice-Clouzot, ça ne se passera pas trop mal non plus, car ce dernier a vite vu que Meurice ne se laissait pas faire. En professionnel, il supportera comme les autres certaines conditions de tournage difficiles, comme rester pour la scène de la noyade, tout habillé dans une baignoire remplie d'eau. Il sera vite complètement torché, soit dit en passant, à force d'enchaîner les grogs pour se réchauffer entre les prises. Mais bon, c'est déjà plus enviable que le sort d'un garde-barrière. Oui, dans le film, Nicole et Christina jettent le corps de Michel dans la piscine du pensionnat de nuit. Or, c'est le garde-barrière du village local qu'on a embauché pour jouer le corps du mort jeté à l'eau, dans le froid nocturne. Comme des locaux curieux ont voulu voir ça et qu'il y a eu d'autres petits soucis, il y a eu plusieurs prises. Imaginez comme le type a apprécié l'expérience. Mais heureusement d'ailleurs que ça ne s'est pas trop mal passé avec certains, parce que là où du monde sur le plateau a noté que Vera semblait presque aussi soumise avec son mari que son personnage était dans le film avec Michel, d'autres soucis sont arrivés. Je vous ai dit il y a quelques minutes que le tournage devait durer 8 semaines. Il en durera le double avec tous les soucis dont j'ai parlé. Problème, Simone Signoret devait jouer au théâtre dans Les Sorcières de Salem. Alors à l'origine, tout allait bien. Elle devait terminer le tournage bien avant le début des répétitions de la pièce. Même en envisageant un léger dépassement, ça allait. Mais après 4 semaines de dépassement, là, pour le coup, les répétitions avaient commencé. Bon, heureusement, Clouzot a accepté d'aménager le planning pour qu'elle puisse répéter dans des bonnes conditions. Je déconne! Évidemment qu'il l'a pas fait. Elle a donc dû allègrement rogner sur son temps de sommeil pour ça. Et la cerise sur le gâteau, par contrat, Signoret était payé 8 semaines, quoi qu'il arrive. Et une fois le tournage terminé, fin novembre, on aurait pu se dire que les esprits échauffés auraient pu un peu se calmer, et qu'au-delà de ce qui était prévu par écrit, Clouzot aurait pu faire amende honorable, mais non. Il a payé à Simone les 8 semaines prévues, et pas un sou de plus. Elle dira par la suite que c'était le pire tournage de sa carrière. Tu m'étonnes. Le titre changera encore en fin de tournage, passant de Les Veuves à Les Démoniaques, puis Les Diaboliques. L'air de rien aussi, d'accord, les post-production de films étaient souvent plus courtes à l'époque, mais il va se dérouler moins de 2 mois entre la fin du tournage et la sortie du film. Pas énorme. C'est peut-être pour ça, ou pour son perfectionnisme, que Clouzot dira lors d'une interview radiophonique ne pas être entièrement satisfait de la post-production. Mais vu l'excellent résultat final, qu'est-ce que ça aurait été s'il avait été satisfait ? Le film ayant quelques twists, la promotion est intelligente et en avance sur son temps. Surtout chez nous, où d'habitude, on a quelques années de retard sur les USA, sur les techniques marketing. 5 ans en psychose, les portes sont closes pour les éventuels retardataires, ce qui donne vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose de spécial. Et en 1956, on a eu le sympathique, bien qu'imparfait, La Mauvaise Graine, où le générique de fin demandait aux spectateurs de ne pas révéler les retournements de situation à ses proches. Et bien 1 an avant, donc, Les Diaboliques fait la même chose dans ses derniers instants. Ce n'est pas une histoire de fou, c'est une histoire diabolique. Nous sommes donc le 29 janvier 1955 quand sort ce film, et vu que mon père est né cette année-là, je vais éviter de faire cette vieille voix trop longtemps pour éviter qu'il ne me déshérite. Interdit aux moins de 16 ans à l'époque, ce n'est pas surprenant. C'est un mélange hyper bien dosé de thriller, de suspense et d'horreur. Je vais même vous dire, combien de films d'horreur modernes ne m'ont pas fait peur un instant. Or, quand j'ai découvert ce film il y a environ 10 ans, il y a 2-3 passages qui ont réussi à m'angoisser un peu. On parle d'un film des années 50, quoi, vu ce à quoi on était habitué depuis, et pourtant, un passage assez proche de la fin a réussi à me mettre mal à l'aise, ainsi qu'un passage avec une photographie. C'est vraiment tout con, hein, mais ça m'avait foutu des petits frissons la première fois que je l'ai vu. Je crois que ceux qui connaissent le film voient très bien de quoi je parle, et pour les autres, je ne veux pas vous gâcher le plaisir. J'ai été aussi surpris par certains plans. Je veux dire, on verra le corps de Michel plusieurs fois, et j'insiste, car je vous l'ai déjà montré il y a quelques minutes, mais dans un film de 55, montrer un cadavre dans cet état, c'était quelque chose, quoi. C'est vraiment très graphique pour l'époque, c'est à souligner. Quand son personnage est vivant, le jeu de Paul Meurice est une franche réussite. La plupart du temps, Michel lâche les pires saloperies sans élever la voix, ça a bien plus d'impact que s'il tempêtait, hurlait, non, il est terriblement froid et détaché, comme si c'était simplement la chose la plus naturelle qui soit. Et pendant le premier acte, son pire abus est laissé hors champ, c'est fort. Il n'y a pas d'ambiguïté sur ces personnages, jusque dans la manière qu'a Clouzot de nous les présenter. Dans les premiers instants, la voiture du directeur dans la cour de l'école passe sur une flaque sur laquelle se trouve un petit bateau en papier. Le symbolisme est évident, il écrase littéralement les rêves des enfants. Quant à l'inverse, on découvre le personnage de Christina au moment où un enfant lui fait un cadeau. Il est évident qu'elle a beaucoup de douceur. Et je dois y ajouter, puisque j'y suis, que je n'ai pas de souci avec le jeu de Vera Clouzot. C'est regrettable la pression que son mari et même Signoret lui ont mis, mais si on juge purement le résultat, je trouve ça très convenable de base, et plus encore quand on sait son inexpérience. Mais elle n'a pas dû acquérir ses galons pour la profession, car si elle jouera dans un dernier film, Les Espions, 2 ans plus tard, ce sera à nouveau pour son mari, mais jamais avec un autre réalisateur. Selon Simone Signoret, on pourrait écrire 3 volumes sur Vera Clouzot. Avec le recul, elle gardera un souvenir très contrasté de leur collaboration. Le film réussit un travail d'ambiance assez exceptionnel. La tension, la peur, montant, et le tout, pour ainsi dire, sans musique. Enfin, il y en a,
par George Van Paris, dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur Les Misérables, mais qui n'aura qu'un peu plus de 2 minutes à composer. Oui, il n'y a de la musique que pour le générique de début et très vite fait à la fin, mais sinon, absente du film. Le suspense passe ici beaucoup par le silence. Ce n'est pas ennuyeux pour autant, c'est d'une efficacité remarquable. Beaucoup de moments, parmi les plus oppressants, le sont notamment grâce au silence. Comme si le film nous disait c'est bon, vous savez ce que les personnages ressentent, vous avez besoin d'un dessin ?» Et puis, il y a le travail sur la lumière. La lumière, putain, qu'est-ce que j'aime le look de ce film. Clouzot pensait tourner en format cinémascope, ce qui était assez rare chez nous en 55, mais les résultats n'étaient pas forcément ceux qu'il espérait, et il a préféré y renoncer. Et vu le résultat, ce n'est pas forcément un mal. Il y a les dialogues ciselés et la mise en scène qui suffisent pour nous immerger. Tenez, prenez cette scène où Christina est très nerveuse face au commissaire Fichet. Il essaie de la apaiser, il essaie de la réconforter, mais elle se met à lui faire des confidences compromettantes. Et là, plus elle en dit, plus le cadre se resserre. Il se resserre encore, en grammaire par image, pour nous dire qu'elle est prise au piège, acculée. Mais lorsque le commissaire, malgré ses paroles, ne fait rien et a des paroles réconfortantes, la caméra circulait, on se remet à respirer. Quand bien même Fichet n'aurait pas dit un mot, on aurait senti instinctivement que le danger était momentanément passé. Le commissaire Fichet, Charles Vanel, j'ai souvent entendu dire qu'il avait été une inspiration pour le personnage de Columbo. Et si je peux imaginer pourquoi question caractère, ça ne m'a jamais frappé à ce point. Sauf lors de ce moment. Oui, j'imagine bien Columbo faire ça avec ses fameux cigares. Je sais qu'il est le personnage préféré de beaucoup de monde dans ce film, mais je ne suis pas sûr d'en avoir personnellement. J'aime tellement cette galerie de personnages cruels, jaloux, perfides. Allez si, peut-être Nicole, jouée par Signoret. Elle campe de manière impeccable une femme de caractère, ça c'est la partie évidente, mais sinon elle est double, sournoise, assez difficile à cerner, en un mot ambigu. Là encore, même si c'est justifié par le fait de cacher un œil au beurre noir que lui a fait Michel, voyez sa première apparition dans le film, derrière des lunettes noires. Et à croire que c'est inscrit dans ses gènes, mais alors que le film n'est vraiment pas comique, Michel Serrault, dont le personnage combine beaucoup des pires défauts qu'on peut retrouver dans le corps enseignant, a parfois réussi à m'arracher un sourire. Au final, seuls les enfants sont montrés comme valant mieux que les adultes. Ils sont généreux, ils font des bêtises mais auquel cas ils ont des remords, ils sont à l'initiative quand les adultes sont fréquemment égotistes. Contrairement à un film comme La Poison, ils ne sont pas dans l'imitation des adultes et grand bien leur face, ils sont le seul signe d'espoir du film. Je ne peux trouver en défaut visuel que cet écueil pardonnable dû à l'époque, les plans voitures. C'était compliqué de faire autrement. Du côté intrigue, un peu plus ennuyeux, le seul vrai défaut que je peux trouver au film, dont je ne peux pas totalement vous parler parce que je ne veux vraiment pas faire de spoiler, un passage en toute fin de film, qui est de toute évidence un rajout pour complaire à la censure de l'époque. Et malheureusement, ça fait assez forcé. On ne peut pas tout avoir. Le film a été un important succès en France, avec 3 600 000 entrées. À l'international, dommage pour les spectateurs, pour sa sortie initiale, le film sera amputé de plusieurs minutes dans plusieurs pays, voire d'un bon paquet de minutes. Par exemple, on parle de plus de 25 minutes en Grande-Bretagne. Ah bah ça va, vous avez le sens de la mesure. Mais ça ne l'a pas empêché dans plusieurs pays de devenir un succès, et un succès très influent. On parle beaucoup d'Hitchcock, mais d'autres personnes, comme le réalisateur William Castle, ont été influencées par ce film. Mais il est vrai que, pour rester au niveau, Hitchcock, qui avait déjà admiré Le Salaire de la peur, a demandé à Boileau-Narcejac de lui pondre une histoire aussi bonne que celle des Diaboliques. C'est dire. Dans la superbe biographie d'Hitchcock de Patrick McGilligan, ça dure 1000 pages, mais je m'en fous, lisez-la, je vous l'ordonne, il est dit qu'en 56, Hitchcock et ses collaborateurs visionneront plusieurs fois Les Diaboliques. Il a été une grosse influence pour ce qui va devenir Vertigo, ou Surfroide si vous préférez. Dans les années suivantes, au cinéma, en 1983, il y aura un film dont certains éléments peuvent vaguement faire penser au Diabolique, The House of Sorority Row. Et ça a beau être un film pas terrible à petit budget, ça reste mieux que ce qu'on aura ensuite, car le Diabolique connaîtra les horreurs d'un remake, et... Non, attendez, j'ai dû me tromper. Les horreurs, les honneurs d'un remake... Les honneurs d'un remake... Non, je crois pas, non. Les horreurs d'un remake, c'est plus raccord. Un remake américain sort, Diabolique, et disons que, si je n'aime pas tout dans le film Le Convoi de la peur, pour rappel, le remake du Salaire de la peur de William Friedkin, ça reste un film solide. Mais Diabolique... On a critiqué Vera Clouzot dans l'original, mais je suis désolé de dire que... Je trouve qu'elle joue mieux qu'Isabelle Adjani dans le remake. Oui. Les moments effrayants du film original, ils n'y parviennent pas ici, 40 ans plus tard, franchement, mais allez, disons que c'est parce que je connaissais l'original, donc que je n'avais plus la surprise. Par contre, sur certains points, le film a moins d'audace que l'original, et là je ne peux pas laisser passer ça. Le film des années 50, où même si en France la censure était moindre qu'aux USA avec le code Hays, elle était quand même là. Le film des années 50 donc est plus audacieux qu'un film des années 90, vous êtes sérieux ? Alors oui, ok, il remet la relation lesbienne entre les deux personnages féminins principaux, ce que n'avait pas fait le film original. Mais à part, surtout aux USA avec le puritanisme, pour un petit pourcentage de pisse-vinaigre, en 96, les fictions avec les homos, ça n'avait plus rien de scandaleux. Et puis de plus, c'est assez mal fait de toute manière, tant ça semble sporadique. Mais le plus gros problème que j'ai eu avec ce film, c'est la fin. En plus d'être bien moins audacieuse, elle est complètement ridicule. Tout ce qui pouvait être foiré est foiré.
Le problème, c'est que je ne peux pas trop vous en parler sans comparer avec la fin originale, que je ne veux pas vous gâcher. Mais j'insiste, rien ne sauve le film. Ni le casting pourtant important, qui compte Isabelle Adjani donc, mais aussi Sharon Stone ou Kathy Bates, ni le gros budget pour l'époque de 45 millions de dollars ne sauve le film. Donc, évidemment, je vous conseille plutôt de vous diriger vers le film original. Je vous le dis sans détour, je considère que Les Diaboliques est un des meilleurs films français de l'histoire. Tout simplement. Si vous ne l'avez pas vu, mettez-vous dans l'ambiance un soir, lâchez votre portable et éteignez les lumières et remerciez-moi plus tard.